Nous allons nous poser une question. Est-ce que les seniors actifs sont plus heureux que les retraités? Avec les résultats d'une étude très intéressante, vous allez voir, avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui a mené l'étude, qui est Mathieu Perrona, qui est le directeur exécutif de l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP. Bonjour. Bonjour. Peut-être te présenter le CEPREMAP avant de présenter l'étude. Alors, le CEPREMAP, c'est le Centre pour la recherche économique et ses applications, qui est une association, le 1901, sous tutelle et administrée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sous la supervision également d'un ensemble d'institutions qui représentent la politique économique en France, c'est-à-dire la DGT Trésor de Bercy, l'INSEE, l'AFD, la Banque de France et j'en oublie. Sa mission est d'être une interface entre les administrations publiques et la recherche économique, allant de l'une à l'autre pour porter les questions et les réponses entre deux mondes qui ne communiquent pas forcément toujours et ne sont pas toujours complètement à jour des questions des uns et des autres et des réponses que la recherche peut apporter. Si j'ai bien compris, il y a un observateur du bien-être qui est réalisé régulièrement, et là, vous avez fait un zoom sur les seniors, enfin les retraités et les seniors actifs. C'est cela. L'Observatoire du bien-être a été créé il y a plusieurs années maintenant au CPMAP sur le constat que une des recommandations du rapport Stiglitz-Fitoussi de 2009, suite à la crise financière, qui était d'intégrer les mesures de bien-être subjectif dans le pilotage de l'action publique, n'avait pas été suivi d'effet en France, contrairement à d'autres pays. Et donc, à cet effet, nous avons créé un observatoire pour essayer de montrer ce que ces outils peuvent amener en termes de compréhension et d'information de la politique publique. Et dans cette dernière étude, nous publions régulièrement des notes à ce sujet, nous nous sommes penchés sur la question du bien-être des seniors, sur le constat qu'il y avait probablement beaucoup d'idées reçues dans ce domaine en France. Mais d'ailleurs, vous arrivez à une conclusion qui est différente de mon intuition. Le bien-être, en fait, dans l'observatoire, on le définit comment, en fait? Enfin, comment vous posez une question enfin, quelles questions vous posez ou quelles questions on pose pour remonter un avis sur son propre bien-être? Notre approche est une approche qui a été développée dans les années 50, d'abord dans les départements de psychologie, autour du constat qu'il y avait autant de définitions du bonheur que de personnes, qu'il n'y avait pas de définition théorique, c'est-à-dire philosophique, consensuelle du bonheur, et que le plus simple était peut-être d'avoir une approche empirique, et au lieu d'essayer de définir le bonheur, de demander aux gens s'ils sont heureux. Ce programme de recherche a débouché sur un ensemble de questions qui ont été validées scientifiquement, psychométriquement, comme approchant convenablement des dimensions de ce qu'on appelle au quotidien généralement le bonheur ou le bien-être. C'est ainsi que nous posons des questions du type, au cours de la journée d'hier, à quel point vous sentiez heureux ou heureuse, à quel point êtes-vous satisfait de la vie que vous menez actuellement, à quel point la vie que vous menez vous semble avoir du sens, ou à quel point vous êtes-vous senti déprimé. Et on peut décliner ça en domaines, par exemple la satisfaction vis-à-vis du travail, du temps libre ou des relations avec les proches. Donc on n'a pas de définition du bien-être. On a un ensemble d'indicateurs, une approche en tableau de bord, avec laquelle on essaie de couvrir les principales dimensions de ce qu'on appelle généralement le bien-être au travers de grandes enquêtes ou d'enquêtes ciblées. Les principaux résultats de l'enquête de l'Observatoire sur les seniors actifs ou les jeunes retraités. Alors, on a déjà peut-être parlé qu'en fait, vous avez trois catégories de personnes, seniors actifs, jeunes retraités et retraités, pour bien comprendre. Voilà, notre point de départ était que nous nous attendions à ce qu'il y ait, au vu de l'image sociale qu'il y a de la retraite en France, un écart de bien-être significatif entre les actifs, en particulier les actifs plus âgés, et les seniors. Et nous sommes rendus compte que cet écart était pas énorme, et en particulier en France, où il y a assez peu d'écart entre actifs et retraités en moyenne. Et donc, on a voulu regarder un peu plus en détail et voir si cet écart ne se jouait pas à l'intérieur des populations, du côté des personnes avant la retraite, entre les seniors actifs et ceux qui sont inactifs au chômage, et d'autre part, entre les jeunes retraités et les retraités plus âgés, parce qu'on sait qu'à partir de 70, 75 ans, il commence à y avoir des questions liées au vieillissement qui viennent peser sur la satisfaction dans la vie des personnes. Et c'est pour ça que nous avons défini trois grands groupes de comparaison. D'une part, les seniors actifs, donc les plus de 55 ans encore en emploi, les jeunes retraités, les retraités de moins de
de 72 ans et les retraités plus âgés. En moyenne, donc, c'est pratiquement équivalent, avec un petit avantage pour les bénéfices, pour les seniors actifs, qui se sentent légèrement plus heureux que les jeunes retraités et que les retraités. Oui, alors comme souvent dans ce domaine, et c'est pour ça qu'il faut avoir une approche en tableau de bord, ça dépend des dimensions. Bien évidemment, les retraités sont beaucoup plus satisfaits de leur temps libre. Je veux dire, la caractéristique fondamentale de la retraite. Il y a une satisfaction qui est un peu plus élevée chez les seniors actifs que chez les retraités, et surtout un sentiment de sens de ce qu'ils font dans la vie qui est plus élevé chez les seniors actifs que chez les retraités. Et là, on pose un peu, habituellement, on pense à l'arbitrage, un arbitrage à la retraite qui est entre temps libre et revenu, et ce qu'on met en évidence, c'est que à la moyenne, en fait, et sur beaucoup de populations, c'est plutôt un arbitrage entre temps libre et sens qui se joue dans la place des retraités dans la société française. C'est un petit peu la question de qui je suis, qu'est-ce que j'apporte, en fait. En fait, des Exact. retraités qui sont sans activité s'estimeraient apporter moins à la société, avoir moins d'utilité, j'imagine. C'est l'hypothèse que nous faisons. Nous avons travaillé il y a 2 ans avec l'Union mutualiste retraite sur ces sociétaires. L'Union mutualiste retraite, c'était avant la caisse de retraite complémentaire des enseignantes et enseignants. Et qui nous avait demandé un focus sur les activités socialisées. Et ce que nous avions vu, c'est que les personnes qui avaient une activité bénévole après leur retraite ne connaissaient pas la perte de sens que subissaient les personnes qui n'avaient pas d'activité bénévole après leur retraite. Donc il y a clairement une question d'investissement très fort en France du travail dans le sentiment de sens de ce qu'on fait dans sa vie, qui vient interroger cette dimension lorsqu'on se retrouve à la retraite et qu'on a tout investi en fait dans le travail et pas dans d'autres domaines. Évidemment, nous on mesure ce qui est directement observable comme l'activité bénévole. On peut penser aussi que la construction de liens familiaux et de liens amicaux qui perdurent après la retraite et qui ne sont pas liés au milieu professionnel joue aussi un rôle de maintien de ce sentiment de sens. Sur le niveau de vie, en fait, en moyenne, ils sont tous à peu près satisfaits de la même manière, seniors actifs, retraités, jeunes retraités, euh, en dépit de la baisse des retraites, la baisse du niveau des pensions. Alors, la question ne serait pas la baisse du niveau des pensions, ce serait la décote, c'est-à-dire l'écart entre le Oui, revenu oui, dans les pardon, le dernières années décote, de vie pardon, oui, active oui. et les revenus à la retraite. Empiriquement, en fait, cette décote est quantitativement importante dans certains métiers, plus que dans d'autres. C'est en particulier, ça dépend dans la fonction publique du montant des primes, typiquement, dans la rémunération. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est aussi que la vie professionnelle engage un certain nombre de frais qui disparaissent avec le passage à la retraite et qu'on n'identifie pas comme des frais professionnels puisqu'ils ne sont pas classifiés comme ça. Sauf que quand vous n'avez pas renouvelé votre garde-robe de travail, à racheter certains équipements, à faire certains déplacements qui n'étaient pas complètement pris en charge, ben, ça fait un gain de pouvoir d'achat qui partiellement compense la perte de revenus que vous pouvez avoir. Je pense aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui réajustent avec la retraite leur arbitrage entre consommation et épargne, surtout qu'ils prennent acte en fait du fait qu'ils arrivent dans une partie de leur vie où ben, leurs enfants, s'ils en ont, commencent à avoir grandi, avoir peut-être moins de besoins. C'est aussi l'occasion de se poser et de refaire le point sur les vrais besoins financiers qu'on a et du coup conduire à une réévaluation du niveau de vie en fonction de ce nouveau revenu, sans que celui-là sont nécessairement vécus comme une chute forte de pouvoir d'achat. Le sentiment de bien-être baisse, si bien compris, avec la santé, avec l'avancée en âge par rapport à la santé, et puis aussi sur l'axe sens de la vie, sauf ceux qui ont une activité à côté ou des liens sociaux, des liens sociaux, Alors pour la santé, on n'a pas de ce lien entre le bénévolat parce que c'est lié beaucoup à bien des sûr. éléments externes. Sur le sens, on l'a au moins sur les 5, 10 premières années de la retraite. Après, on n'a plus assez d'observations dans nos études pour pouvoir vraiment mettre ça en évidence. Pour ceux qui connaissent bien le sujet des seniors, en fait, est-ce qu'il y a des effets de génération? Parce qu'en fait, là, on voit, il y a des effets d'âge, il y a des effets de qui on est, ce qu'on apporte à la société, etc. De revenus aussi, mais est-ce qu'il y a des effets de génération? Est-ce qu'on peut dire qu'une génération est plus heureuse que l'autre? C'est extrêmement difficile à dire parce que vous avez la conjonction toujours de l'effet de l'âge, de l'effet de la génération et de l'effet du contexte économique.
Et les trois, en fait, sont liés d'une manière qui est extrêmement difficile à distinguer. Pour distinguer ça, il faudra avoir des études longitudinales, c'est-à-dire on suit les personnes de différentes générations sur très long terme. Et donc, on aurait la réponse quand on aurait déjà vu quelques générations. Au mieux, on pourrait faire des comparaisons entre les générations d'avant le baby boom, et qui sont des générations qui auraient connu fortement l'expérience de la guerre, et les générations de baby boom qui arrivent maintenant à la retraite. Donc, on peut pas vraiment dire s'il y a un effet générationnel marqué. Est-ce que les CSP+, ou les anciennes CSP+, sont plus heureuses que les CSP-? Oui, ça c'est quelque chose que nous avons mis en évidence dans une autre étude qui a été publiée dans l'édition de cette année de France Portrait Social de l'INSEE. Il y a une stratification du bien-être dans toutes ses dimensions pratiquement, sauf étonnamment le travail et moins étonnamment les relations avec les proches, en fonction de la catégorie sociale du ménage. Et c'est vrai aussi de la catégorie sociale en général. Évidemment, les conditions matérielles, c'est-à-dire à commencer par le revenu, le taux d'emploi, etc., expliquent une partie de ces écarts, mais pas tout. Et en particulier, on a un écart qui ne tient pas à ces dimensions observables, négatif, chez les ouvriers qui sont plus insatisfaits que les autres classes sociales, toutes choses égales par ailleurs. Et les cadres et professions intermédiaires sont un peu plus satisfaites que ce que voudraient juste leurs observables sociodémographiques. Est-ce que l'on voit, est-ce que vous avez des études pour voir le degré de bien-être en fonction du départ de l'âge à la retraite? Moi, dans mon imaginaire, j'avais compris que si on partit tôt à la retraite, puis qu'on ne la préparait pas en plus, là, en fait, il y avait même une incidence sur la santé. Est-ce qu'il y a une incidence entre l'âge de départ à la retraite et le taux de bien-être, enfin, de satisfaction? Les déterminants sont très liés. Les personnes qui vont pouvoir avoir la possibilité de partir tôt à la retraite, si on écarte quelques exceptions de gens qui peuvent se permettre d'être rentiers à 45 ans, ce sont des gens qui vont avoir exercé des métiers pénibles et donc qui vont avoir aussi des états de santé en enfin, des états de santé objectifs plus dégradés et un temps à la retraite qui est plus faible. Donc ça va être difficile de faire un lien clair entre les deux parce que tout n'est pas égal par ailleurs. Plus vous partez tôt, plus on pense que vous avez peu de temps qui vous reste à vivre, très concrètement. Et du coup, ça va jouer dans les deux sens, où les gens qui partent plus tôt vont être moins satisfaits, mais parce qu'ils ont fait aussi toute leur vie des métiers plus pénibles. Et c'est pas lié à leur satisfaction intrinsèque, c'est une compensation que leur offre la société dès le départ contre le fait d'entrer dans des carrières qui sont usantes pour le corps et pour l'esprit. On voit également que les personnes au chômage, quand elles arrivent à la retraite, il y a une hausse du bien-être. À quoi est-ce dû? On observait effectivement une hausse du bien-être. Nous mesurons la satisfaction de la vie, plus précisément, sur une échelle de 0 à 10. Et entre les quelques années avant la retraite et le passage à la retraite, les personnes qui passent du chômage à la retraite connaissent une hausse de 1 point. 1 point sur ces échelles, c'est colossal. C'est comme franchir les trois quarts de l'échelle des revenus. Et nous mettons cette augmentation en relation avec le fait que ces personnes passent d'une situation qui est socialement dévalorisée et un peu sans espoir, celui du chômeur senior dont on sait il ou elle aura extrêmement de mal à retrouver un emploi dans l'état actuel du système français, à une situation sociale assumée et reconnue, celle du retraité qui est arrivé en fait au bout de sa vie professionnelle. D'accord, donc c'est l'identité de chômeur qui engendre puis en plus, un manque de un manque de perspective qui engendre un moins fort bien-être. Dans l'ensemble des études de bien-être dans les pays développés, on voit que le chômage est quelque chose qui a un impact très fort, très négatif et très durable sur la satisfaction dans la vie. On se remet de tout un tas d'événements de vie en termes de satisfaction dans la vie, pas d'être au chômage. Et cet effet est probablement encore exacerbé chez les chômeurs seniors qui ont de moindres perspectives de retour à l'emploi. Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes dans le bien-être? En moyenne, elles sont assez faibles. Elles sont un peu plus marquées sur la génération des, des personnes qui sont aujourd'hui à la retraite ou autour de l'âge de la retraite, mais c'est lié à la composition de ces générations. On est encore avant
pour une bonne partie la massification de l'accès aux études supérieures. Et donc, on a des écarts de qualification et de diplôme qui sont traduits ensuite dans des écarts de parcours professionnel entre hommes et femmes qui ne se retrouveront plus dans les générations derrière qui sont passées par la massification. Il faut penser que là, quand on parle des gens qui passent à la retraite maintenant ou qui sont passés à la retraite dans les 10 dernières années, on est sur une population dont moins de la moitié est titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur au baccalauréat. Donc, on reste sur une population qui, au niveau de son parcours d'études, est très différente des générations qui forment aujourd'hui le gros des personnes actives et encore plus des jeunes. On voit le passage à la retraite. Est-ce qu'on peut pousser un peu plus loin? Est-ce que vous avez des études, est-ce que des chiffres sur le veuvage? Est-ce que les veuves ou les veufs ont perte en bien-être perçu? Sur des données françaises, je ne sais pas, l'étude de référence est sur données anglaises qui montre que oui, il y a une perte de bien-être liée au veuvage, mais que cet effet tend à s'estomper en moyenne au bout de quelques années. D'accord. Justement, en fait, vous avez l'étude que vous avez réalisée, enfin, elle porte plusieurs pays, en fait. Vous avez analysé plusieurs pays. Comment est-ce que la France se positionne par rapport déjà au reste de l'Europe, aux autres pays, sur les questions du bien-être des seniors actifs et des jeunes retraités? La France se positionne, mais c'est aussi le cas sur l'ensemble de la population, plutôt bas en termes de satisfaction dans la vie. Et là, assez nettement plus bas que ce que voudrait le niveau de richesse et de protection sociale dont bénéficient les Françaises et les Français. Il y a une sorte de paradoxe français, d'insatisfaction française, qui n'est pas complètement expliqué par les facteurs observables de richesse au niveau du pays. Entre retraités et actifs, la différence est en fait assez faible. C'est plutôt du coup un mal-être général des seniors qui est à regarder, plutôt que quelque chose qui concernerait spécifiquement les retraités. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur les différences qui existent en Europe? Est-ce que les pays du nord de l'Europe sont plus heureux, par exemple? C'est une croyance que j'avais. Oui, Rien. les pays nordiques sont très régulièrement en tête du classement international établi sur la base du Gallup World Poll, qui est une enquête internationale représentative sur plus de 140 pays. Donc il y a clairement quelque chose dans le modèle nordique qui est un abus de langage, parce qu'il y a en fait plusieurs modèles qui est favorable au bien-être et à la satisfaction dans la vie. Et globalement, ce qu'on en sait pointe sur des sociétés qui sont très inclusives et fondées beaucoup sur la confiance et sur des systèmes sociaux universels, par opposition au système social français qui a une très forte dimension corporatiste. Quand on préparait l'émission, on parlait de l'Europe de l'Est, en fait. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots il y a des spécificités d'après vous? Le bien-être en Europe de l'Est, le bien-être moyen des pays d'Europe de l'Est est moins important que celui des pays d'Europe de l'Ouest. Une partie est liée évidemment aux différences de richesse. Et une partie tient aussi à la présence de générations qui ont quand même vécu toute l'époque soviétique, plus les bouleversements de la mutation d'économies planifiées vers des économies modernes, libérales, et donc qui ont probablement eu des expériences qui n'ont pas été particulièrement favorables à un bien-être durable. Un point important, c'est que un facteur essentiel de bien-être, de satisfaction, c'est le sentiment de protection face au risque. Et donc là, on a des générations qui ont probablement été un peu traumatisées par le fait que leur monde a changé, en fait, d'un coup. Et ça, c'est quelque chose qui laisse des traces très durables sur le bien-être. La question qui me vient, c'est est-ce que la préparation à la retraite, on en a entendu parler beaucoup dans les années 2000, maintenant ça revient à la mode, enfin, entre guillemets, de préparer sa retraite dès 55 ans, etc. Est-ce qu'il y a des données qui montrent qu'il y a une incidence sur le bien-être chez ceux qui ont préparé leur retraite? Alors, je dirais qu'on n'a pas de preuves scientifiques causales, au sens où on aurait pris au hasard des gens et on aurait fait que certains
où certaines préparent et d'autres ne préparent pas, mais toutes les corrélations pointent dans cette direction. C'est-à-dire qu'on a la forte intuition que c'est le cas et que préparer la retraite constitue un facteur de bien-être pour le passage après la retraite. Typiquement, ce qu'on observe dans les données de l'Union mutualiste retraite, c'est que il y a un pic d'engagement dans des sociétés, dans des associations ou dans des activités caritatives l'année suivant le passage de la retraite. Et puis, 1 ou 2 ans après, le taux de participation moyen retombe à ce qu'il était avant que les personnes soient en retraite. Ce qui donne un peu l'impression qu'il y a un feu de paille d'engagement, mais que ce qui tient dans la durée, c'est ce qui avait été déjà engagé, mis en place avant le départ en la retraite. Et je dirais qu'on a tout un ensemble de données qui suggèrent très fortement que oui, il y a beaucoup de gains à avoir à préparer la retraite le plus tôt possible quelque part. Une conclusion à l'émission, ou alors un point que vous vouliez rajouter. Je dirais que ce que met un élément que met en avant notre étude, c'est la question générale de la place que l'on donne aux seniors dans la société, quel que soit quelque part leur âge et leur statut d'activité, avec un investissement très fort sur le travail et aussi une grosse valorisation de la jeunesse. On a un peu fait l'impasse sur la place des seniors dans la société sur le long terme, ce qui devient évidemment extrêmement problématique dans la mesure où ces seniors représentent une part croissante, et pour encore pas mal d'années, de la société française. Super, merci Mathieu Perrona. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire de bien-être du CEPREMAP. Merci beaucoup. Merci à vous.